Alors bonjour François. Et bonjour Françoise. Nous nous étions rencontrés il y a quelque temps, au moment où vous aviez recueilli 2 Ukrainiennes. Donc on aimerait bien savoir ce qu'elles sont devenues. Et en plus, je crois que vous avez plein de choses à nous raconter. Alors commençons par les Ukrainiennes. Que sont-elles devenues? Les Ukrainiennes, l'une, la plus âgée, est repartie puisqu'elle avait des appartements, 4 exactement, au centre-ville de Tchernihiv, qui avait été bombardé. Elle est repartie à Tchernihiv, aucun d'eux n'ont été détruits ni endommagés. Pendant qu'elle était en France, elle faisait de la location, donc elle n'a pas besoin d'être là-bas. Et sa copine, oui, on peut dire comme ça, sa ex-belle-sœur, elle est restée sur Dax. Elle a pris contact avec tout ce qui est artistique sur Dax et exposition. Et elle s'est remise à peindre, elle peint très bien. Et donc elle s'est retrouvée dans les allées piétonnes l'autre jour à exposer. Et je suis allé transporter toutes ces petites œuvres. Elle en avait fait pas mal. Et voilà. Donc elle va rester sur Dax. Pour moi, elle va rester sur Dax. Elle va même tenter le coup de rester en France. Elle n'a que 33, 34 ans. Elle n'a pas d'enfant, elle est divorcée. Si j'ai bien compris, elle se plaît en France. Elle adore le coin. Donc elle fait des allers-retours jusqu'à Andaille-Saint-Jean-de-Luz. Et elle revient à Dax. D'accord. Ouais, elle est heureuse. Elle est bien. Heureuse à Dax. Bon, écoutez, ça c'est plutôt je suis content pour elle. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais. Alors, vous par ailleurs, vous êtes allé en Ukraine il y a un mois et demi. Oui. Et donc, ce serait intéressant de nous raconter dans quelles circonstances et qu'est-ce que vous avez vu là-bas. Ah oui, c'est... D'abord, je n'avais pas pensé y revenir tant que la guerre ne serait pas terminée. Et puis, finalement, j'ai été contacté par une ONG parce que c'était Nice, les Alpes-Côte d'Azur, tout ça, ils avaient réuni plein de médicaments, des médicaments essentiels, et donc des antibiotiques anti-inflammatoires. Et celui qui commandait cet envoi-là, cette expédition, était un ancien de l'armée, retraité de l'armée, un directeur de la COMEX, qui était spécialisé dans la plongée sous-marine jusqu'à 200 et 220 mètres. La souderie dessous, dans le génie, dans aussi quelques affaires où ça a explosé, où ça a été à non communiqué. Et donc ce gars-là, une tête brûlée un peu, je veux dire, voilà, ce gars est à la retraite, mais il a tellement de relations avec le milieu des armées qu'il a proposé de faire cet acheminement et il a contacté un ami à moi, Normand, et qui m'a appelé en me disant, voilà, je pars avec lui parce que je le connais depuis longtemps, mais on est sur 3 véhicules, ça aurait été bien qu'on soit 4 chauffeurs, on ne sait jamais, qu'il y ait un des 3 qui soit plus ou moins bien, ça va quand même durer 3 jours, ça te dit de venir? Bon oui, j'ai dit si, d'autant que j'ai mes amitiés là-bas, et donc j'ai rejoint Nice, je n'étais jamais allé à Nice. Vous êtes parti donc de Nice. De Casalis, Nice, l'Italie, la Slovénie, la Hongrie, l'Ukraine et Kiev, 3300 km depuis ici, et 3300 retour. Donc vous êtes parti de Nice avec des camions et des médicaments. Alors en fait oui, je suis parti de Casalis et j'avoue que j'avais rendez-vous pour 17-18 heures à Nice. Le matin quand je suis parti depuis chez moi, je me suis dit vous étiez pressé ? Ça va être long. Bon, je suis parti, Toulouse, j'ai fait dans Toulouse Nîmes-Nice, je suis arrivé à Nice. Je suis arrivé donc chez ce spécialiste de la plongée pour toutes les opérations de l'armée. On a chargé 2 estafettes et une ambulance qui était donnée. On a tout chargé le soir et au lendemain matin, à 6-7 heures du matin, nous sommes partis. Et là, chacun pilotait un véhicule, plus un chauffeur de reste, puisque nous étions 4 pour 3 véhicules. Et là, on est parti, on a traversé l'Italie, on a traversé la Slovénie,
et nous sommes arrivés le soir pour dormir en Hongrie. Alors là, il faut que je vous dise qu'en Hongrie, nous sommes arrivés, les gens ont vu que c'était des estafettes et des immatriculations françaises. On nous a pas très bien accueillis. Ah bon? Non. Et vous devez le savoir, mais Viktor Orban, le Hongrois, était plutôt pro-russe. Et là, ça s'est senti, puisque certains ne parlaient que le français, moi l'anglais avec le plongeur. Et donc, on a refusé de nous servir à manger. On est arrivé, il était 8h35, on nous a répondu que c'était jusqu'à 8h30. Donc on nous a trouvé 2 chambres, on est reparti le lendemain matin. L'ambiance était plutôt froide, ça s'est senti, ça s'est senti. Et puis depuis la Hongrie, on s'est rapproché de la douane. Arrivé à la douane, on est arrivé à 4h de l'après-midi. C'est-à-dire, vous dites, en Ukraine, là? Alors là, la douane, d'abord il y a 2 douanes. On sort de la Hongrie, la douane, on va dire Schengen, et après il y a la douane ukrainienne pour l'Ukraine. Donc elles sont distantes de 50 mètres. D'accord. On est arrivé au premier, 2 heures de temps, avec des coups de fil partout à donner au ministère de l'Intérieur ici, au ministère des Armées, même européen, ça a été, ils ont téléphoné à droite à gauche. On était plutôt, comment dire, pas mal à l'aise, mais en pression, sans trop parler, sans trop en dire, avec des listings de médicaments. Bon, au bout de 2 heures de temps, des appels sont revenus, des écrits sont revenus, et ils nous ont laissé passer pour aller à la gare ukrainienne, à la douane. Alors là, à la douane ukrainienne, ça a été le festival. On est arrivé à 6h du soir, on est reparti à 3h du matin. C'est-à-dire que personne ne vous attendait là-bas? Ah, on n'était pas annoncé, par contre, on était attendu à l'intérieur de l'Ukraine par des gradés de l'armée qui devaient prendre en charge les 3 véhicules depuis la frontière. En fait, ils n'étaient pas là, mais surtout, les Ukrainiens nous ont regardé d'un très mauvais œil. Ils ont pris les listings par véhicule des médicaments et ils ont trouvé, alors on ne connaissait pas tous les lois, il y avait de la morphine qui était véhiculée. Vous saurez, et je ne savais pas, que normalement la morphine ne doit pas être véhiculée par le petit peuple, non. C'est soit une utilisation à l'hôpital, soit un professionnel de la santé. Donc là, quand ils ont vu qu'on avait de la morphine, ils nous ont fait vider les 3 véhicules. Tout, alors qu'ils étaient pleins à rabord, on n'a pas pu tout amener. Ils vous ont pris la morphine alors? Ils ont pris la morphine qui a été confisquée. Ils ont passé des coups de fil. On a fait venir une traductrice d'Ukraine, qui parlait donc l'ukrainien, qui a discuté avec les autorités. Le ton est un peu monté. Et puis est arrivée la police des polices, comme on dirait en France. Donc vous aviez les douaniers, ils étaient, on va dire, 14 ou 15, et il est arrivé un fourgon d'hommes en noir, avec les mitraillettes, tout le monde était en mitraillette, et ils ont regardé les listings. Il a fallu rester, on est passé un par un questionné sur comment on avait reçu ces médicaments, où est-ce qu'on allait, et là, on a tout déballé. Mais quand on dit tout déballé, les Doliprane, les ibuprofènes, les boîtes ont été ouvertes une par une. Comptez le nombre de comprimés. Ils pensaient peut-être qu'il y avait, ils ont supposé qu'il y avait de l'armement. Ça paraît paradoxal quand même. C'est paradoxal. Puisque quand même, si vous venez de France, vous allez en Ukraine... Alors il y a une petite logique. C'est que dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine, il y avait quand même un tiers des Ukrainiens qui étaient pro-russes. Et dans les gens qui nous vérifiaient, vous ne savez pas à qui vous parlez. Donc, en permanence, Zelensky a ça aussi à tenir au chaud, je vais dire, savoir si les gens aux frontières font bien leur travail et s'il n'y a pas de la déviance ou s'il n'y a pas, de l'irrespect ou s'il n'y a pas du hors-la-loi. Donc là, ça a été terrible. On a attendu jusqu'à,
on était fatigués, on n'avait rien mangé. 3 heures matin, on est reparti. La seule chose qui a été chouette, c'est que quand on a eu terminé de tout remettre dans les estafettes, les gars qui étaient venus nous contrôler sont partis, il n'en est resté que 2. Et en très bon anglais, il nous a dit on regrette vraiment, mais vous savez, on obéit aux ordres. Aujourd'hui, en plus, on était contrôlés, donc on a fait tout comme si il y avait suspicion. D'accord. Donc là... Alors ça y est, vous êtes passé, et alors? Et là, il est 3 heures du matin, on fait quoi, 50 km, la traductrice qui était venue nous donner un coup de main nous a hébergés, et au petit matin, il n'y avait pas les chauffeurs venus depuis Kiev, donc on nous a dit 900 km de plus. Parce que donc, normalement, il y avait des chauffeurs qui devaient venir prendre tous les véhicules à la frontière. Prendre les véhicules à la frontière. Donc là, on est reparti pour 900 km, et là, quelque part, ça ne m'a pas indisposé, mais j'étais content puisque en allant à Kiev, je savais aussi que j'allais retrouver mes anciennes connaissances à Cherkassy, où j'étais dans la ferme initialement. Ah oui, donc c'était une sécurité quoi. Oui, j'étais content d'y aller. Donc là, on a pris les autoroutes, et là il y a eu des checkpoints tous les 100-150 km. Un ralentissement, les gars en armes, vérification des papiers d'identité. Et on est rentré dans Kiev. Et je suis très surpris encore aujourd'hui de voir comment j'ai trouvé Kiev. Des grues partout, tout en reconstruction, les gens avec un moral de fou. Pour les gens habitants de Kiev, ils ne seront jamais russes, ils ne seront jamais sous la coupe de Poutine, et ils nous l'ont dit, et c'était des gens de tous niveaux sociaux. Vous avez vu en Afghanistan, ils se sont débarrassés des Russes, et nous, ça sera pareil. Jusqu'au dernier, il n'y aura jamais de pouvoir russe en Ukraine. Donc un nationalisme... Ah, ils ont réveillé ça. En fait, ils ont réveillé ça. C'est un peu comme si la France avait été... Oui, je vais dire comme ça. Si la France avait été attaquée au Pays Basque par les Basques espagnols pour récupérer le Pays Basque français. Eh bien non, on ne va pas mettre la frontière à Salis de Béarn. Non, la frontière, c'est là où elle est. C'est là où elle est, nulle part ailleurs. Et c'est terminé. Et ma surprise, c'est d'entendre dire par des gradés de l'armée, mais même par des gens du ministère de l'Environnement, si on peut, on fera un mur. On fera un mur, on ne veut plus les voir. Mmh. Et moi, ça me choque parce que quelque part, tous les Ukrainiens que je connais ont une filiation, des coussins, le père, l'oncle, la mère, en Russie, parce que c'est quand même la même origine ethnique. C'est des Slaves. Mmh. C'est des gens qui ont partagé la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi les atrocités de Staline. Mmh. Les Ukrainiens ont souffert. Et de ça, on n'en parle pas à la télé. Je trouve ça un peu bizarre, parce que, comment dire, quand il y a eu la famine orchestrée par Staline, les années 31, 32, 33, il y a eu entre 5 et 6 millions de morts. Et les enfants de ceux qui ne sont plus là m'ont raconté, le train passait par exemple dans une ville qui s'appelle Cherkassy et Kiev, c'était des trains avec des wagons à ciel ouvert, il faisait moins 25 et moins 30, on chargeait des morts durs comme du bois dans des wagons et ça partait vers en haut, on ne posait pas de questions. Mmh. Donc si vous voulez, des souvenirs pareils, ça ne peut pas rapprocher le peuple. Non, certes. Ça ne peut pas. Et alors la vie à Kiev, c'est comment? Et je suis surpris parce que je connais bien le centre-ville, parce que chaque fois que je suis allé en mission en Ukraine, sur l'équivalent de l'avenue des Champs-Élysées, qui s'appelle Krishatik à Kiev, il y a toutes les boutiques, il n'y a qu'une chose qui est fermée et que je regrette, c'est l'opéra, parce que j'avais l'habitude d'aller à l'opéra. Donc l'opéra, il n'y avait pas de musique classique, il n'y avait pas de danseurs, bien sûr que non, mais les gens circulaient dans les rues, et il y avait le couvre-feu tous les soirs à 11h, et à 10h30, plus personne ne circulait. Mmh. Alors là... Mais sinon, dans la journée, c'était... l'hospitalier, la ville, les restaurants, personne ne craignait rien.
Personne ne craignait rien. Vous voyez, je vois encore dans les actualités, quand on nous a présenté ce pont qui avait été effondré et où les gens marchaient à pied avec des personnes âgées, je puis vous dire qu'on est rentré, qu'on est sorti de Kiev, vers le nord comme vers le sud, sans aucun problème. Non, Kiev est très très bien irrigué par ses routes, et les gens ont le sentiment que, non, ils ne seront jamais sous la coupe de la Russie, que ça a échoué. Et alors les pro-russes disent, parce qu'il y en a, ils pensaient qu'en 3 semaines, un mois, c'était réglé. Et ça ne l'a pas été, ça ne l'a pas été, et ça ne le sera pas maintenant. C'est trop tard. Et tous vos médicaments et tout ce que vous avez porté, alors on est allé amener tout ça. Vous l'avez donné à qui alors on était attendu à la gare, à la poste centrale de Kiev. À la poste centrale de Kiev, il y avait du tri, et là il y avait des gradés de l'armée, et donc l'estafette, l'ambulance est partie tout de suite à Bakhmout. Elle était attendue avec une jeune dame qui était tireur d'élite, qui s'appelle Nathalie et qui était la correspondante. Donc l'ambulance, vous leur avez laissé? Ah oui, tout de suite elle est partie, et ils ont fait le transfert des médicaments, et le transfert des médicaments, ça partait à droite, à gauche. Alors, puisqu'on en est à parler des médicaments, en discutant avec des dragués, avec des gradés et des gens qui sont plus ou moins au fait des renseignements, on nous a dit que les Russes, dans les provinces du Donbass, ils étaient à court de pansements et de tout. Donc écoutez bien ce que je vais vous dire, c'était avec des serviettes hygiéniques des dames et du Chatterton qu'ils soignaient les blessés. Ils en étaient là. Donc en fait, ils avaient un peu peur que ce que vous avez porté, les Russes le prennent. Tout ce que nous avons emmené est allé tout le long de la ligne de combat, côté ukrainien, mais côté russe, c'était la panade. C'était la désorganisation totale. Les blessés, on nous a même raconté par exemple qu'à Kharkov, qui était l'ancienne capitale de 1917 à 1934 de l'ex-Union soviétique, Kharkov était la grande capitale pour l'Ukraine, et quand les chars sont rentrés dans Kharkov, les gens étaient chez eux, personne dans les rues. Quand tous les chars sont rentrés dans l'avenue principale, l'armée ukrainienne a fermé les 2 accès, ils ont commencé à canarder. Certains chars ont ouvert la porte du char avec un drapeau blanc. Des jeunes sont sortis de certains tanks, ils étaient en tennis et en pleurs. Ils ont déserté. Et est-ce que autour de Kiev, vous avez vu des tanks? Est-ce que vous avez vu que c'était quand même un pays en guerre? Alors, vous verrez donc avec le rapport que je vous ai envoyé des photos. C'est quelque chose de surprenant quand vous voyez la cathédrale Sainte-Sophie, qui est la cathédrale qui fait référence à Kiev comme Notre-Dame à Paris. Oui. Donc on a retrouvé tout un résidu d'armement russe, et donc les chars russes, tous les blindés et tout ça, ça fait quelque chose. Se dire que tout ça, ça a servi, que ça a bombardé, que... Vous voulez dire qu'ils ont récupéré les chars russes et ils les ont mis dans la cathédrale? Ils les ont mis devant. Devant la cathédrale. Tout est exposé, tout le matériel russe qui a été bombardé, et les gens sont repartis depuis Kiev, ils sont tous repartis dans le Donbass, et là c'est quelque chose. C'est quelque chose à voir. Se dire que c'est tant conservé qu'ils ont bombardé, vous verrez dans les photos... les chenilles explosies, et là il y avait des gens, des combattants ukrainiens qui gardaient le lieu, avec qui on a sympathisé, on a fait des photos avec eux, on leur a expliqué pourquoi on était là. Et alors quel est votre sentiment là aujourd'hui? Mon sentiment aujourd'hui, c'est que malgré ce qui s'est passé ce week-end avec Prigojine et compagnie, c'est que les Russes pensaient que ça serait un conflit de courte durée. Ça ne le sera pas. Ils pensaient que la partie minoritaire allait leur donner un coup de main. Ça ne sera pas. Les Ukrainiens sont Ukrainiens.
ils veulent leur identité nationale. On a réveillé, ça se voit un peu partout et c'est triste, on réveille les valeurs nationales avec ce souci de ne pas, de ne pas être russe, et pour moi c'est une erreur, de vouloir peut-être se rapprocher de l'OTAN ou d'être dans la communauté européenne avec les 31 autres, ça c'est un autre débat. J'en ai parlé avec eux puisque depuis Kiev, j'ai cheminé avec les bus qui vont vers Bakhmout, et dans les bus qui vont vers Bakhmout, j'ai voyagé, j'ai atterri donc à Cherkassy où m'attendaient deux vétérinaires, un dirigeant de la ville de Cherkassy que j'avais rencontré avant, et on a discuté. Alors je leur ai posé cette question, mais vous souhaitez quoi? Et quelque part, eux auraient souhaité la neutralité. Et moi, j'aurais souhaité pour eux la neutralité, parce que les années passeront. Si je reprends le cas de la comparaison avec le Pays Basque, tous les Basques sont basques. Ce n'est pas la peine de les opposer, qu'ils soient basques espagnols ou basques français. Et là, c'est pareil. Les Slaves sont slaves. Je connais tant et tant de gens depuis l'Ukraine qui, par WhatsApp ou par Viber, s'entretiennent avec leurs cousins en Russie, de l'autre côté, à Voronezh, par exemple, où c'était arrêté pour... Oui, c'est-à-dire que vous voulez dire que les deux peuples, malgré tout, sont très liés. Oui, c'est ce que ne dit pas la télé, mais je vous dis, ils sont très liés. Il faudrait en arriver, comment dire, à la neutralité pour moi. Et la neutralité, je vais peut-être vous surprendre, mais j'ai eu cette information aussi, il y a 10-15 ans, du temps de François Hollande, et de son ambassadeur en Russie, ils en étaient arrivés à cette idée que, bien que l'OTAN ait avancé, il fallait garder la neutralité de l'Ukraine. Et c'était l'ambassadeur, Gourdeau-Montagne, il s'appelle, je pourrais vous montrer la vidéo, il explique très bien. Il avait proposé aux Russes cette neutralité, et les Russes avaient dit pourquoi pas, après tout, l'Autriche, la Suisse et d'autres sont restés neutres. Or, Condoleezza Rice et Barack Obama ont refusé ce plan. Il faut le dire, ça ne se dit pas par la télé, mais il faut le dire, ils ont refusé ce plan. Et quelque part, les Russes ont estimé que l'OTAN voulait s'approcher à quelques kilomètres de Moscou. C'est toujours... il y a deux impérialismes, et ça restera entre nous, ça sera peut-être divulgué, mais pour moi, le temps des impérialismes est revenu. On n'a pas à être les élèves des uns ou des autres. Pour moi, chaque continent a droit à son histoire, à sa défense, à ses valeurs, à ses particularités. Les Américains sont venus en 1945, peut-être, mais on n'est pas redevable pour des siècles et des siècles. Les jeunes générations qui arrivent ont le droit d'avoir leurs valeurs, leur mode de vie, avec ou sans leur accord, des deux côtés. Et je le souhaite pour les générations à venir. Bien, mais écoutez, merci pour tout ça. Alors j'espère que ça ne choquera pas. Et si ça choque, c'est pas grave. On s'en fout. C'est pas grave. Quand on est reparti de Kiev, nous sommes repartis le soir pour éviter les embouteillages de Kiev, et vers 1h du matin, alors qu'on se dirigeait on était quand même à 700 km de la frontière encore. Oui, on avait fait 2 heures de temps de route. Tout d'un coup, le terrain était un peu vallonné. On voit au loin comme un feu d'artifice de lumière. Et on voit comme une procession, quoi, des engins hyper illuminés. On s'est arrêté puisqu'on était sur l'autoroute. Et au fur et à mesure qu'ils se sont rapprochés, on a compté les véhicules. Il y en avait 18. Donc, tout était bâché, sauf le premier et le dernier. Et comme on avait le portable, on a appelé le gars de la Comex, le plongeur de l'armée, et il nous a dit, cette nuit, les AMX-10 sont livrés à l'Ukraine, vous les avez croisés. Alors ce qu'il y avait d'exceptionnel, tout était bâché, et dans le ciel, c'était pire qu'un truc Star Trek ou E.T. Il y avait un balayage des drones dans la nuit noire, exceptionnel. Qui surveillait. Oui, ça. On est resté là, c'était
exceptionnel, c'était irradié, c'était, comment vous dire ça, c'était un spectacle. Et on a vu passer tout ce personnel, les gens se sont garés et croyez-moi, c'était c'était éblouissant, c'était, ah oui, je m'en souviendrai toujours, parce que la nuit était noire et tout d'un coup, le balayage par les drones sont intervenus, ils suivaient le convoi et on les a comptés, quoi. Et au petit matin, on nous a dit, mais non, mais ça, ce sont les AMX-10. Ils sont livrés cette nuit, on les attendait.